Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Backstage Mental, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de votre esprit. Ici, vous le savez, on parle santé mentale, stress et bien-être avec sérieux, accessibilité et une touche de décalage. Parce que comprendre son mental, c'est bien, mais si on peut éviter de trop se prendre la tête, c'est mieux. Je suis Julien Bontemps, psychologue depuis 10 ans en service de prévention et de santé au travail et j'ai accompagné de nombreuses équipes et individus dans des milieux très variés. À chaque fois, j'ai constaté la même chose. Notre santé mentale, c'est un peu comme une scène de théâtre. Ce qu'on montre aux autres, c'est une performance bien rodée, mais en coulisses, croyez-moi, c'est une autre histoire. L'épisode du jour s'intitule « Maladie quand le travail se met à l'arrêt ». Effectivement, quand le travail s'arrête, ce n'est pas juste une case qu'on décoche dans l'agenda, c'est une part de notre identité, de notre rythme, de notre vie sociale qui va venir s'interrompre. Dans cet épisode de Backstage Mental, on va explorer ce moment suspendu qui est l'arrêt de travail long, souvent lié à la maladie, mais on va aussi explorer toutes ses répercussions souvent invisibles. Le vide, le doute, mais aussi toutes les belles ressources que l'on peut découvrir dans ces moments-là. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Backstage Mental. Lorsque l'on parle d'arrêt de travail, on pense souvent à un soulagement temporaire, un répit pour se soigner, mais lorsque cet arrêt se prolonge, notamment à cause d'une maladie somatique ou psychique, d'un épuisement profond, les répercussions dépassent largement le cadre médical. Cet arrêt de travail va engendrer une perte de repères identitaires, car le travail est bien plus qu'une source de revenus, il est un structurant identitaire majeur. Il donne un statut social, je suis infirmière, je suis enseignant, je suis chef d'équipe, il organise le temps, semaine rythmée, week-end, congé, repos, il offre une place dans un collectif, collègues, hiérarchie, interaction, etc. L'arrêt vient donc casser brutalement ce cadre. Beaucoup vont décrire à ce moment-là un sentiment de vide, d'errance, voire de déracinement. Le rapport à soi devient flou, qui je suis lorsque je ne travaille plus. Cet arrêt de travail long va également engendrer isolement social et invisibilisation. Le lien avec les collègues s'amenuise, parfois jusqu'à disparaître, et même les proches peuvent avoir du mal à comprendre. Certains vont éviter le sujet par peur de mal dire, d'autres expriment par maladresse des jugements. Tu as de la chance d'être chez toi, tu vas reprendre quand? Profites-en, tout le monde n'est pas en arrêt de travail. Résultat, un isolement progressif, renforcé par de la fatigue, voire de la douleur ou de la culpabilité, et un sentiment de mise sur la touche du monde actif. Les personnes en arrêt de travail long vont également verbaliser une ambivalence émotionnelle. Elles vont exprimer souvent un mélange de soulagement, enfin une pause, un temps pour souffler, de la culpabilité, je ne produis plus, je ne suis plus au travail, je coûte sans contribuer, mes collègues doivent être dans la panade, de la honte, notamment en cas de maladie mentale, encore beaucoup trop stigmatisée. La peur de la reprise également, crainte de ne plus être à la hauteur, d'être perçu comme fragile. Tout cela va engendrer potentiellement un état anxio-dépressif ou un repli sur soi, parfois renforcé par une perte de routine et un manque de reconnaissance par le système. Une étude de Santé publique France 2022 montre que les arrêts de travail longs augmentent significativement le risque de symptômes dépressifs, notamment quand ils durent plus de 6 mois. Les patients vont également évoquer une rupture du sentiment d'utilité. Le travail donne un sentiment de contribution. Lorsqu'il disparaît, cela peut provoquer une perte de sens, de valeur personnelle. Cela va toucher particulièrement les personnes fortement engagées dans leur métier ou qui y plaçaient une grande partie de leur estime de soi. À travers tous ces exemples, vous observez tout comme moi que l'arrêt de travail longue durée n'est pas neutre. Il met en lumière la place centrale, parfois trop centrale, que le travail occupe dans nos vies et notre équilibre mental. Mais c'est aussi parfois un point de bascule, un moment de prise de conscience, d'exploration de ce que l'on est en dehors du rôle professionnel. C'est donc ce que nous allons tenter d'explorer avec notre invité du jour. Place à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Héloïse qui a accepté de partager avec nous une période de sa vie professionnelle, souvent passée sous le silence, celle de l'arrêt de travail longue durée. Une période où le quotidien ralentit, mais où à l'intérieur, lui, le quotidien peut devenir bruyant.
Donc merci à Héloïse pour sa confiance et sa parole. Déjà, pour commencer, tu peux te présenter. Alors merci Julien, bonjour. Moi je m'appelle Héloïse Faure, j'ai 36 ans et je suis arrêtée maintenant depuis presque 1 an et demi. Donc en arrêt de travail, t'occupais ton poste depuis combien d'années? Ça faisait justement 1 an et demi. Maintenant là ça fait 3 ans en fait que je suis en poste. Donc 1 an et demi voilà, De poste. vraiment de poste et 1 an et demi d'arrêt en plus. Et est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs dans quel contexte ton arrêt de travail il a commencé? Ça a commencé en fait en plein été 2023. Un jour, je me lève, enfin je me prépare et en fait, je me rends compte que j'ai une grosseur du coup à la poitrine. Et donc je consulte et après on m'envoie vers un centre de cancérologie. Et donc on m'annonce en septembre 2023 que j'ai un cancer du sein, même un double cancer du sein. Puis là, le monde en fait s'effondre un peu. Moi, je suis en couple à ce moment-là. Je me suis sentie très soutenue par la personne qui est avec moi, mais heureusement parce qu'en fait, quand on nous apprend en fait ce type de maladie, on se pose la question, déjà pourquoi moi, pourquoi maintenant? Moi, j'ai un travail depuis pas longtemps aussi, donc du coup, j'ai pas trop envie de stopper tout ça. Et après, on nous annonce, la fin de la semaine, vous allez être en arrêt. Ça fait 2 jours qu'on sait qu'on a un cancer. On doit l'annoncer à ses employeurs, l'annoncer à sa famille. Donc il y a tout en fait qui chamboule. Le plus compliqué, c'est de l'annoncer à sa famille. L'annoncer à son employeur, c'est pas très compliqué, mais voilà, faut quand même le C'est une faire. formalité. Oui, c'est ça. Mais il faut le faire. Mais faut le faire en fait. Tu aurais peut-être dû commencer par là, avec Héloïse, pour tout vous spoiler, on se connaît depuis plus de 10 ans, je pense. Quelle relation t'as avec le travail? Parce que t'es quelqu'un d'investi quand tu fais les choses. Je pense que ça t'a fait bizarre quand même de devoir quitter le travail, en plus de l'annonce choc, par rapport au fait que ça comptait beaucoup dans ta vie. Oui, tout à fait, c'est ça. Et en fait, moi, le travail, c'est 80-90% de mon temps. En fait, je suis ultra investi dans mon poste. Et c'est vrai que ça a été compliqué de me dire que du jour au lendemain, j'allais plus me lever, en tout cas, pour aller travailler. Parce que déjà, j'avais l'impression de lâcher mon équipe. Après, au niveau de mes employeurs, ils ont été ultra bienveillants, mais vraiment. Pareil, mon équipe très bienveillante aussi. Et c'est vrai que tout le long de l'arrêt, j'ai toujours eu des contacts, que ce soit de mon employeur ou de mon équipe, et ils m'ont toujours soutenu. Ça, c'était vraiment très très bien. Et d'ailleurs, comment t'as vécu du coup ce regard un petit peu plutôt des collègues où il faut l'annoncer déjà très vite, alors que toi, l'annonce, elle est toujours pas digérée. Oui, c'est compliqué. Pour tout te dire, j'ai l'impression de plus trop m'en rappeler. On oublie beaucoup de choses, pas que à cause des traitements, mais parce qu'en fait, moi, j'essaye d'être toujours positive. Ce moment, en fait, cette annonce, c'est un moment négatif de ma vie. Et donc, en fait, je m'en rappelle, mais c'est flou. Ouais, voilà. C'est plus loin. Exactement, c'est ça. Parce que maintenant, j'ai avancé, les traitements sont terminés, et puis maintenant, je vais mieux. Puis, il va y avoir la reprise aussi du travail. Et puis après, c'est pas moi qui l'ai spécialement dit, c'est mon compagnon qui l'a annoncé après à nos proches. La preuve, c'est aussi lui qui te l'a dit. Pour moi, en fait, c'était un truc trop dur, parce qu'en fait, dès que je le disais, c'est vrai que j'avais les larmes aux yeux et tout ça. Et puis après, oui, j'ai eu ces messages de compassion, et c'est vrai que je me suis mise dans ma bulle en fait direct. J'ai besoin de prendre du temps en fait pour moi. Après, au niveau du travail, j'ai pas eu des nouvelles forcément tout de suite. Ils m'ont laissé un peu, je pense, ils ont compris en fait que j'avais besoin aussi d'encaisser ça. T'en voulais peut-être pas non plus spécialement. Oui, voilà, mais après pour le travail, j'ai quand même dit que s'ils avaient besoin, ils pouvaient me recontacter. J'allais avoir mes traites dizaines de jours plus tard, mais je leur ai dit que je serais toujours là pour les aider, parce que sachant que je ne savais pas que ça allait engendrer sur mon corps toute la chimiothérapie. Sur la suite, ouais. Voilà, c'est ça. Je savais pas que j'allais être ultra fatiguée. On m'en parlait, mais tant que je l'avais pas vécu, de toute façon, je savais pas. Ce que j'allais dire, sans l'avoir vécu, c'est difficile, je pense, d'anticiper les ressentis physiques ou psychologiques. Est-ce que au début de l'arrêt, on prend ce sentiment de vouloir être dans sa bulle pour digérer, je pense, l'information et tenter de l'accepter? Est-ce qu'il y a un moment, du coup, comme ça prenait beaucoup de place quand même le travail, est-ce que tu as pu te sentir isolé? Ah oui, parce que, et même maintenant, en fait, je me dis que j'ai envie de reprendre le travail. En fait, ça commence à faire long. Il y en a, qui ont des traitements beaucoup plus courts. Moi, j'ai eu des traitements pendant 1 an et demi, donc forcément, j'ai pas pu reprendre le travail avant. Mais oui, tu te sens quand même isolé, parce que les seules choses que tu vois, en fait, pendant cette lourde période, c'est les infirmiers, les médecins, et les hôpitaux. Ouais, le corps médical. Voilà, c'est ça. En général, les paramédicaux. Tu vois personne d'autre. Donc oui, tu te sens quand même isolé. Moi, comme je l'ai dit, je reste quelqu'un de positive. Au début, même si j'étais dans cette bulle, au fur et à mesure, en fait, je me suis ouverte même à d'autres patients, donc
dans le centre où j'étais. Et puis après, j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui ont été touchées par la maladie. 1 an après, en fait, moi, mon diagnostic, il fallait de toute façon que mon corps se remette un minimum. On se sent quand même isolé parce que il y a toutes ces personnes, comme tu pouvais dire, et c'est vrai, qui ont cette compassion, qui ont tendance en fait à s'excuser. Mais à s'excuser de quoi? C'est pas de leur faute en fait. C'est vrai que les gens ont tendance à marcher beaucoup sur des œufs pour pouvoir en fait nous parler. C'est ça en fait qui nous isole un petit peu. Ils arrivent pas à comprendre quand on leur explique par exemple qu'on peut être fatigué ou qu'il peut y avoir des choses qui vont pas et tout. Je reformule ce que tu disais. Je pense que ça peut créer une distance, le fait qu'ils puissent se sentir gênés de ce qui t'arrive, peut-être de pudeur. Exactement, t'as tout dit. Mais le fait d'être coupé du monde du travail qui t'apportait quand même de la reconnaissance, puisque t'es reconnu dans ton travail. Donc faut trouver d'autres sources de reconnaissance. Oui, en fait dès le début de toute façon. Après on se dit mais au final un peu à quoi on va servir. Moi j'ai toujours servi à travailler constamment. Beaucoup en fait. Je dors, je vis, je mange, je travaille. Donc il y avait quand même quelques périodes de doute. Et puis après en fait on est tellement épuisé par tout ça que ça passe en second plan peut-être. Exactement. Et en fait on essaye de trouver d'autres sources de créativité. Moi je sais que j'ai testé plein d'activités différentes parce que justement je me dis tiens il y a plein de trucs que j'aurais voulu faire et je n'avais pas le temps en fait de le faire. Je redécore toute ma maison, enfin voilà, j'essaye de faire plein de choses justement pour éviter ces moments de doute et en fait pour me sentir aussi utile. Parce qu'en fait c'est surtout ça en fait qui manque, c'est moi je me sentais très utile dans mon travail et quand on est malade on n'est plus utile en fait, on se dit qu'on n'est plus utile à rien parce que trop faible, trop fatigué, trop en fait. Et en fait j'ai réussi. Et sur ces 1 an et demi, et bien là je suis sur le dernier mois de mon arrêt. J'ai hâte de reprendre le travail déjà. Rien faire c'est ok hein. Si quelqu'un a envie de se reposer et tout, le but aussi de l'arrêt c'est de se reposer. Donc ouais, toi ce qui t'a aidé à tenir et à avancer pendant cette période, enfin la traversée, puisqu'elle se termine bientôt, c'est pouvoir te ressentir utile. Et pour ça du coup t'as pu développer plein d'activités. Tu t'es pas fermé de porte en fait, t'as essayé tout ce que t'avais envie d'essayer. Moi j'ai survécu à cette maladie parce que pour moi elle n'était pas si grave que d'autres en tout cas. Et du coup moi j'avais envie de la vivre à fond cette vie. Ah ouais, je me suis vraiment pas mise de barrière. Donc ce qui t'a aussi aidé du coup c'est de reprendre des activités sportives. Et ça c'est important de le souligner parce que ça a quand même réduit quand même les symptômes de syndrome anxio-dépressif. Le sport m'a vraiment beaucoup aidé. Au bout d'un moment on a envie aussi de voir d'autres personnes. En étant responsable, j'étais toujours très demandé. Donc j'avais en fait ce besoin de un peu me recentrer que sur moi. À partir de septembre 2024, quand on m'a demandé si je voulais reprendre le sport en individuel ou en collectif, j'ai dit en collectif parce que j'ai besoin de voir d'autres personnes, de retrouver, de revoir du monde, du contact, voilà c'est ça. Et en fait ça m'a fait un bien fou parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient eu des cancers du sein. De pouvoir se resociabiliser, ça c'est vraiment ultra important. Cette maladie m'a permis de rencontrer en fait des personnes. Ça m'aide aussi beaucoup pour la mémoire, pouvoir faire des enchaînements, des entraînements, de rencontrer du monde, de parler avec eux. Pour moi ça a vraiment été la clé, ça a vraiment bien bouclé en fait la fin de mes chimiothérapies et nouer du lien. Je trouve qu'au final c'est vraiment très bien dans ces maladies. C'est très important pour toi je pense. Après c'est vrai que pour avoir suivi beaucoup de personnes, même sans traitement, le fait d'être coupé de ton rythme habituel va impacter en fait tes fonctions cognitives dont la mémorisation et surtout le rappel du coup de ce que tu avais mémorisé. Donc ça a été une source de soutien. Est-ce que tu as trouvé du soutien du coup quelque part, même inattendu, autre que ceux qu'on aurait déjà cités? Alors autre effectivement, oui, les soignants. Pour moi ça c'était vraiment un bon accompagnement. Mon oncologue, les infirmières, je vais le dire, du centre Eugène Marquis à Rennes, très Big bonne up les filles. Exactement, c'est ça. Et les garçons s'il y en a. Oui, il y a aussi des garçons. Tous ont été d'un énorme soutien et eux, j'ai l'impression qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Donc oui, toi tu fais preuve de résilience, je te l'ai déjà dit, c'est une de tes grandes qualités. Mais je pense que ça aussi, parce qu'elle est humble, Héloïse, ça a été quand même assez grave, je pense, comme survenue de maladie et contenu de la maladie. Et c'est vrai que ça t'a vachement aidé à aller de l'avant et te projeter dans toutes tes activités et tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où là, à l'approche de la reprise, où tu te dis, tu vois des choses différemment, comme un peu un déclic ou un repositionnement personnel, de se dire, là, je reprends le travail, mais c'est pas pour autant que je veux annuler tout ce que j'ai engagé en termes d'activité. Totalement. En fait, cette maladie, elle m'a changé. Niveau travail, ça va rien changer, je serai toujours la même à fond et tout ça, mais ça va me changer parce que je vais éviter de me jeter en fait à corps perdu dans le travail. Je vais quand même un peu mettre un petit stop en fait dans tout ça et de me dire voilà, le travail c'est le travail et après une fois que je suis chez moi, parce que moi j'avais tendance des fois à beaucoup cogiter chez moi en fait sur le boulot, je vais essayer de travailler là-dessus. On va laisser au travail ce qui se passe au travail
travail et puis arriver chez moi, hop, on va mettre sur off et puis voilà. Et je vais continuer le sport, ça c'est sûr, parce que forcément là je vais reprendre à mi-temps et vu que le sport m'a vraiment aidé, je sais pertinemment que je vais continuer. Donc du coup, tu nous dis que ça t'a permis de redéfinir un petit peu ton rapport au travail en disant je vais prendre plus de distance en dehors des horaires de travail. Tu disais que tu allais reprendre très prochainement. Est-ce que tu peux nous faire un petit teaser parce que peut-être que tu réinterviendras pour un prochain épisode avec grand plaisir pour pouvoir nous faire du coup le retour sur comment ça s'est passé. Est-ce que tu as réussi à tenir aussi ce que tu voulais en termes de bornes que tu voulais te poser pour le travail? Je reprends bientôt le travail. Reprise en fait effectivement dans pas longtemps. Je reprends le 2 juin et je reprends à mi-temps. Alors oui, j'ai repris effectivement contact avec mon employeur parce qu'il fallait que je passe à la médecine du travail pour que eux me valident le mi-temps. On a déjà vu pour essayer d'organiser mon temps de travail. Donc je sais à quelle heure je vais arriver et à quelle heure je vais repartir. Je suis pas anxieuse du tout de reprendre. Justement, j'ai hâte. J'ai toujours eu des contacts en fait avec mon employeur, avec mes collaborateurs. Donc ils ont toujours été bienveillants. Donc ça me fait vraiment pas peur. J'ai justement hâte parce que justement c'est une nouvelle étape en fait qui s'ouvre. Donc pour conclure, si aujourd'hui dans nos auditeurs et auditrices, il y a une personne qui t'écoute et qui traverse un arrêt difficile, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors, j'aimerais lui dire de prendre le temps. En fait, déjà, de digérer la mauvaise nouvelle. Faut prendre le temps déjà pour soi. Et après, en fait, pour moi, je dirais de s'ouvrir aux autres. Mais tout ça prend du temps, en fait. Et de ne pas rester, en fait, dans cette colère. Le maître mot, vraiment, de ne pas se prendre la tête. On n'est pas en pierre non plus. Donc, moi, je conseille aux gens, mais je vais me répéter, c'est de rester positif, de se dire, on y va step by step, que voilà. Donc, s'occuper, c'est la meilleure des choses, que ce soit par le sport, par une autre activité. Je pense qu'il est important pour les gens de pas se percevoir que comme un patient lié à une maladie ou que comme un malade du coup. Et oui, il y a des traitements, donc parfois je vais être patient dans la journée, mais je peux être sportif ou sportive, je peux être artiste, je peux être, je sais pas, jardinier, jardinière, et du coup à ce moment-là, se percevoir autrement et pas rester enfermé dans cette bulle de la maladie. C'était la dernière question. Je te remercie infiniment pour ces mots, pour avoir accepté d'exposer cette vulnérabilité qu'amène aussi la partie arrêt de travail, pour le regard lucide que tu as posé sur une réalité qui est souvent invisibilisée, parce que en tout cas dans le monde du travail, loin des injonctions à aller mieux et très vite, on a ce témoignage qui va nous rappeler que s'arrêter n'est pas faillir, mais c'est parfois se construire ou se reconstruire. Donc merci Héloïse. Merci à toi Julien. Merci encore Héloïse pour ce témoignage poignant. Si je synthétise un petit peu avec vous nos différents échanges, ce qui va jouer mentalement lors de l'arrêt de travail, c'est cette brutalité de l'annonce, cette nécessité de prendre du temps, de la digestion, ce sentiment de mise à l'écart du monde et de perte de repères, de rythme, de sens, voire de but dans la vie, qui va entraîner forcément une perte de confiance, l'impression d'être déconnecté de ce que l'on sait faire de notre quotidien et qui peut engendrer des symptômes anxio-dépressifs. Dans les conseils, on garde le besoin d'être seul au début, de s'entourer, de faire des activités physiques, de laisser passer, s'échapper cette colère et entrer dans une phase de positivité, d'amélioration et de prise de recul. Cette absence peut aussi devenir un catalyseur, un révélateur, prendre du recul sur le rythme de sa vie, le sens du travail, les besoins à nourrir en dehors du travail, le besoin de se réinvestir lors de rôles hors travail sur des besoins créatifs, relationnel, personnel. Le travail structure le temps, l'espace, l'estime de soi. Son absence peut tout désorganiser, mais aussi ouvrir un nouveau chapitre. Et c'est d'ailleurs ce que je souhaite à tous les auditeurs ou auditrices qui écoutent cet épisode aujourd'hui. Et j'espère que c'est ce qu'a pu vous transmettre Héloïse avec le partage de son expérience personnelle. Donc l'arrêt de travail n'est pas qu'une parenthèse, c'est souvent une transition. Et je vous donne quelques pistes à garder en tête si jamais vous êtes dans cette situation. L'important de ce que je retiens, c'est de remettre du rythme et des repères dans le quotidien, se lever à heure fixe, même sans rendez-vous, structurer ses journées de repos, d'activités, de liens sociaux, créer des mini-rituels, la marche du matin, le journal des coulisses le soir. Le journal des coulisses, du coup, j'en parlais à l'épisode 1, c'est prendre un calepin et noter tous les soirs la chose positive dont vous avez été fier, qui vous a amené de la joie, où vous êtes senti entouré, porté, enveloppé, tout ce qui est positif. Et
Et c'est donc pouvoir se rendre compte que chaque jour, à la relecture, quelque chose de positif vous était arrivé, malgré les difficultés ressenties pendant l'arrêt de travail. Selon des travaux en psychologie comportementale, les routines réduisent l'incertitude et améliorent ce sentiment de contrôle sur le quotidien. Donc, je vous invite à le faire. Maintenir ou recréer un sentiment d'utilité, le sentiment d'être inutile est l'un des plus déstabilisants. Donc, il va être essentiel de se reconnecter à des activités non professionnelles qui ont du sens, du bénévolat, du jardinage, du soin à l'autre, de l'écriture, de la transmission, du partage, et valoriser les micro-accomplissements quotidiens, même si ce n'est que entre guillemets, cuisiner, lire, se reposer vraiment entre les phases de soins. Donc l'utilité ne passe pas forcément par la productivité, parfois être là pour soi, c'est déjà une action précieuse. Travailler la reconnaissance de la situation vécue, il ne s'agit pas forcément de positiver à tout prix, mais de valider son vécu, ses émotions et ses limites. L'accompagnement par un ou une psychologue peut aider à poser des mots aussi sur vos ressentis. L'écriture par exemple de ce journal des coulisses peut permettre d'extérioriser ce qui va vous peser. Les groupes de parole ou les échanges avec d'autres personnes en arrêt peuvent rompre cet isolement et créer un effet miroir aussi rassurant. Préparer la reprise sans la précipiter permet de rendre cela moins anxiogène et plus durable. Solliciter une visite de pré-reprise avec la médecine du travail, échanger avec son employeur sur les aménagements possibles et s'autoriser une reprise à temps partiel thérapeutique en écoutant ses signaux intérieurs. Enfin, une partie très importante selon moi, repenser le sens du travail et sa place dans sa vie. L'arrêt, même lorsqu'il est douloureux, peut être l'occasion de se demander mais qu'est-ce qui dans mon travail me nourrit vraiment ? Quels étaient mes signaux d'alerte avant de tomber malade ? Qu'est-ce que je souhaite préserver ou transformer pour la suite une fois que j'aurai repris ? Certaines personnes découvrent à cette occasion d'autres facettes d'elles-mêmes ou envisagent un réajustement professionnel. Pour clôturer cette partie, je vous invite à utiliser les arrêts de travail comme un tremplin pour votre avenir personnel ou professionnel. Faites de cette transition vécue émotionnellement négativement quelque chose de positif qui vous permette de rebondir à l'avenir. Enfin, pour les auditeurs et les auditrices qui se trouvent dans cette situation d'arrêt de travail, on vous envoie à tous beaucoup de courage pour la suite. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de Backstage Mental. Je vous remercie de l'avoir suivi. On a vu ensemble que le travail avait une place importante dans la vie et nourrissait beaucoup de besoins. Et qu'en son absence, on peut se sentir démuni. Pour autant, le temps qui vous est donné pour cette période de transition et de soins pourrait devenir, pour l'avenir, un tremplin exceptionnel dans votre vie. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Et surtout, rappelez-vous, vous avez une place bien méritée sur cette scène. Des questions ou des nouveaux thèmes à aborder, envoyez un mail à backstagemental@gmail.com et à bientôt pour un nouvel épisode de Backstage Mental.